Alors, Alexandre, les agents de bord d'Air Canada qui se dotent d'un mandat de grève et le résultat est assez clair, merci. Oui, parce qu'on avait commencé le vote le 28 juillet dernier, ça s'est terminé hier à 99,7%. Les 10 000 employés ont voté pour un mandat de grève. C'est ce qu'a annoncé le syndicat canadien de la fonction publique qui les représente. Donc, on se comprend. Message clair, message fort qui est envoyé là, parce que les négociations achopaient là, entre les agents de bord d'Air Canada et la compagnie mère. On parle, entre autres, là, de régime de retraite, d'indemnités journalières, de travail non rémunéré, surtout là, un point qui revient beaucoup, et du temps de repos qui est prescrit là, dans les escales, entre les vols. C'est vraiment là-dessus que les négociations là, stagnent depuis un moment. Et là, on déplore du côté du syndicat, entre autres, qu'à l'embauche, les agents de bord d'Air Canada reçoivent à peu près en moyenne le 1951 $ par mois, qui est une somme qui est jugée insuffisante pour vivre décemment, selon eux. Et là, on dit que toutes sortes de nouveaux frais qui sont toujours envoyés à la clientèle, hein, des avions, des transporteurs aériens. Ça, on en est tous témoins, c'est le moindrement qu'on voyage. Mais on dit qu'en parallèle, les employés, eux, reçoivent pas plus d'argent là, de tous ces frais qui sont envoyés sans cesse aux voyageurs. Et donc, on peut déposer un préavis de grève de 72 heures n'importe quand à partir du 16 août prochain du côté des agents de bord, ce qui pourrait faire en sorte qu'une grève pourrait arriver là, dès les prochains jours là, qui suivraient. Ça va être à suivre tout ça parce que ça risque de perturber des vacances de fin d'été là, pour ceux qui décident de partir au mois d'août, début de mois de septembre, Alex, ça pourrait perturber les vols. Là où je trouve que quand même les agents de bord d'Air Canada ont un bon point, c'est, si je vous simplifie tout ça, là, l'enjeu, c'est à partir du moment... disons, c'est comme si le timer, pour ce qui est de leur rémunération, commençait juste à partir du moment où ils étaient en vol, là, en fonction. Alors qu'on s'entend, là, bon, il y a des étapes à franchir à l'aéroport avant d'accéder à la porte d'embarquement. Il y a du travail à faire à l'intérieur de l'avion aussi avant de nous accueillir, nous, comme passagers. Ouais. Les vérifications de sécurité, entre autres, c'est ce qu'on nomme. Oui. Ils doivent se promener dans l'avion, s'assurer que tout est sécuritaire, les portes sont bien faites. Il y a comme une liste, une checklist à faire quand tu rentres. Puis tout ce temps-là, c'est pas rémunéré. Alors ça, c'est un non-sens, selon moi. Maintenant, est-ce que le transporteur aérien va faire valoir en disant, on vous paye peut-être plus cher de l'heure? Là, c'est une supposition. Là, d'ailleurs, on va parler aujourd'hui avec une représentante syndicale. Est-ce que la partie patronale va dire, regardez, là, on vous paye plus cher de l'heure pendant que vous êtes là, ça vient un peu contrebalancer toutes ces étapes-là. Mais oui, c'est sûr que j'ai quand même hâte de voir l'impact sur la clientèle. Il y aura une période tampon, on ne peut pas déclencher de grève tout de suite. Et il y aura bien sûr là, des recours, notamment là, pour ce qui est des passagers qui pourraient être touchés par une éventuelle grève. Bon, scandale, ça clique. Il y a la commission Galland. Et il y a Carl Malenfant, un nom qui est revenu très souvent depuis le début de cette commission-là, qui a critiqué publiquement la commission avant d'être entendu à huis clos. Oui, puis si son nom revient souvent, c'est pas pour rien. C'est lui l'ancien vice-président de la SAAC, mais c'est aussi celui qui était là, en charge de la transition numérique, le fameux virage numérique de la Société d'assurance automobile du Québec. Et là, on savait que M. Malenfant devait rencontrer là, dès hier à huis clos la commission Galland, donc des inspecteurs de la commission et le commissaire Galland lui-même. On savait aussi depuis la semaine dernière que M. Malenfant, lui, voulait que ce soit public et il a essayé, mais sans succès, d'échapper à cette obligation-là d'aller témoigner à huis clos devant eux. Faut se comprendre, là, il va pas juste être entendu de manière confidentielle, on va le réentendre publiquement dès l'automne, il va être assigné comme témoin, mais lui a décidé de publier là, sur le réseau social LinkedIn 5 pages d'une longue publication dans lequel lui dit que le fameux fiasco SACLIC, comme on l'appelle maintenant, c'est une histoire présumée qui est alimentée par la classe politique. Lui parle et se plaint d'un narratif qui aurait été installé, là, selon lui, par le milieu politique et que l'histoire n'est pas exactement la même. Se plaint de ne pas avoir été, là, lui, dans cette commission-là, ne pas avoir eu le statut de participant, là, ce qui aurait permis d'avoir un avocat, mais de contre-interroger aussi des témoins par lui-même, de livrer une version des faits à la fin. Il y aurait toutes sortes de privilèges auxquels le commissaire Galland n'a pas consenti. Là. On veut l'entendre comme un témoin et c'est ça. Bref, il s'est vidé le cœur dans ce long message-là. Il dit même que l'enquête de la vérificatrice générale du Québec qui a été faite sur SACLIC, ce serait un rapport biaisé. C'est des accusations qui sont quand même lourdes, Alex, là, assez graves là, du côté de M. Malenfant, qui lui dit que ce n'est pas pour rétablir sa réputation, mais plutôt en recherche de vérité.
Et on se comprend, Carl Malenfant est dans le collimateur et dans plein centre, là, non seulement de la commission, mais d'à peu près tous les Québécois, Québécoises, parce que c'était lui l'architecte de ce virage-là. Est-ce qu'il essaie de se disculper? Est-ce qu'il essaie de lui-même de changer ce narratif-là? C'est assez spécial de voir ce message-là. Bien, c'est sûr que M. Malenfant va avoir des explications à donner. Il doit des explications aux Québécois. C'est lui qui est à la tête de ce projet-là au moment où il y a eu effectivement tous ces dérapages. Maintenant, lui dit qu'il ne tente pas de laver sa réputation. Laissez-moi en douter. Moi, sincèrement, si j'étais dans ses souliers, j'essaierais en tout cas de rétablir un peu mon nom parce qu'il a été montré du doigt à plusieurs reprises pendant les témoignages précédents. Maintenant, le fait qu'il souhaitait obtenir un statut de participant, moi, je ne vois pas pourquoi lui obtiendrait un statut de participant plus qu'un autre, parce que ça serait venu avec certains privilèges, notamment le pouvoir de contre-interroger certains témoins. Alors moi, d'entrée de jeu, je suis assez d'accord avec la décision du commissaire Galland de ne pas lui octroyer ce privilège-là. Maintenant, moi, j'ai hâte de l'entendre en public, là. Oui. Carl Malenfant. Là, c'est correct. Il y a eu cette audience-là à huis clos dans un premier temps, mais il y aura aussi comparution par la suite. Et on va rentrer dans ce qu'on appelle le crunch là, de la commission Galland quand ça va reprendre dans les prochains jours, là, dans la semaine du 18 août. Parce que là, ce sera des gros noms là, qui vont venir dans les jours et dans les semaines qui vont se succéder. Pensons à M. Malenfant, mais aux politiques également. Je répète, qui savait quoi à quel moment? Et moi, c'est pas vrai qu'on va finir la commission Galland et qu'on n'aura pas un coupable. Ou plusieurs coupables. Mais moi, je veux savoir ce qui s'est passé. C'est pas vrai que ça aura coûté 500 millions de dollars aux Québécois et qu'encore une fois, ce sera la faute de personne. Et dans le cas de M. Malenfant, si on dit que le rapport est biaisé, que tout ça, c'est un narratif, ça n'a pas été installé, ce qui veut dire que tous les autres témoins entendus jusqu'à maintenant ou presque sont des menteurs? Non, mais lui, il se défend. J'ai hâte de voir. Là. C'est sûr qu'il va miner la crédibilité de ce rapport-là. Mais quand même, pour remettre en doute la crédibilité de la vérificatrice générale, il faut que tu aies des bons arguments. Alors, ce sont des arguments que moi, j'ai très hâte d'entendre. C'est en une du journal, puis vous l'avez certainement remarqué moindrement si vous circulez sur le réseau routier un peu partout au Québec, la dégradation de nos routes s'accélère. Oui, c'est toujours quelque chose que nos collègues du Journal de Montréal vérifient avec assiduité. Cette fois-ci, sous la plume de notre collègue Olivier Fauché, on est allé prendre les dernières données du ministère des Transports et de la Mobilité durable pour les routes là, desquelles ils sont responsables un peu partout au Québec. Et dans le super palmarès des routes en plus mauvais état au Québec, on a l'Abitibi-Témiscamingue qui vient au sommet du palmarès, Alex. Oui, c'est en Abitibi. Là, on est passé là, de 65% des routes en mauvais état dans un palmarès qui avait été relevé par la vérificatrice générale en 2022. En 2023, un an plus tard, ça avait augmenté de 5%. Aïe. On est passé à 70% des routes qui sont considérées comme en mauvais état. Puis là, il faut comprendre, là, c'est pas le palmarès du journal où c'est les Québécois, les Québécoises, les citoyens un peu partout qui votent, là. Ça, c'est les données du ministère des Transports sur leurs propres routes en dégradation. Donc, on peut les prendre pour du cash. C'est l'Estrie qui arrive en deuxième. Ils sont passés de 60 à 63% des routes qui sont considérées en mauvais état. Chaudière-Appalaches, tout de suite après, complète le podium à 62% des routes qui sont considérées en mauvais état. Puis à l'échelle québécoise, c'est 1% de plus que l'année d'avant là, de dégradation des routes. 51% des routes, voilà, c'est officiel. Plus de la moitié de nos routes au Québec sont considérés en mauvais état. Un beau palmarès de franchi. En Abitibi, Alex, je ne sais pas si tu peux deviner quelle est l'une des pires routes qu'on peut retrouver. Ben, j'ai quelques exemples parce que, je suis originaire de la région. J'ai pas été surpris de lire que la route 101 entre Témiscamingue et Rouyn-Noranda y était. La route 111 entre Amos et Val-d'Or aussi. La 113 entre Val-d'Or et Chibougamau. C'est pas des axes importants du tout, hein? Non, entre les principales villes de l'Abitibi. Mais moi, sais-tu ce qui m'a fait bondir en lisant ça ce matin? C'est que quand on regarde, parce que tu te dis, bon, OK, constat, le réseau routier tombe en ruine. Solution maintenant, piste de solution, parce que il faut aussi faire œuvre utile. C'est que d'ici 2034, au niveau des sommes qui vont être octroyées pour entretenir le réseau routier, ce sera une forte baisse par rapport à ce qui avait été investi depuis 2017.
Et là, on tient compte de l'inflation. C'est ce qu'un comité d'experts indépendants, d'ailleurs, dénonce dans le journal ce matin. Si bien que on a le constat que le réseau routier tombe en ruine. Et la solution, plutôt que d'y apporter des correctifs et d'investir des sommes d'argent nécessaires à chaque année, ben là, on va lever le pied. On va lever le pied. On n'entretiendra pas. Ah, mais au minimum, là. Ben, peut-être que comme ça, c'est d'autres régions qui vont monter dans le palmarès. Ça va venir s'équivaloir un peu partout. T'sais. Ça va être le fun. C'est une compétition. C'est une compétition entre les différentes régions. Pendant ce temps-là, ben, ce sont nos voitures, hein, ce sont nos véhicules qui encaissent le coup. Parlez-en à cet homme de Saint-Jérôme qui a dû payer 1100 $ en réparation après avoir percuté, c'est même plus un nid de poule, là, je veux dire, c'est un cratère, c'était sur la route 158 à Montérégie. L'homme raconte au journal que ça a tellement cogné fort qu'il a lâché un sacre dans l'auto, lui, pratiquement aussi fort que le coup porté à sa voiture. Et 5 secondes après, ben, il entendait justement là, son véhicule faire de drôles de bruit. Sincèrement, c'est un peu à l'image de la société. On paye, mais on est en déficit structurel à plusieurs endroits. Et on pompe notre argent sans en voir nécessairement les résultats. Le nombre de plaintes à l'OQLF, il y a souvent des restaurants qui sont en tête de liste. Et voilà que Tim Hortons est pire que McDo au niveau des plaintes et tu y as contribué. Oui, j'y ai contribué. Ça m'a fait rire de lire ça ce matin, là, comme quoi l'OQLF a reçu 193 griefs contre Tim Hortons, ce qui est 19 de plus que McDonald's. Hein? Puis on pourrait s'attendre, par exemple, à ce qu'une entreprise comme Tim Hortons, qui est canadienne, torontoise, mais soit capable de faire respecter la langue officielle du Québec, l'unique langue officielle du Québec. D'ailleurs, ici, dans ces 600 restaurants, ben non, il reste qu'ils sont pires que l'enseigne McDo du côté canadien, ici, du côté québécois. Et là, on parle de clients qui ont porté donc des plaintes, puis tu l'as bien dit, je l'ai fait, moi. Pour ne pas le nommer, dans un Tim Hortons de Vaudreuil, je m'y suis rendu, puis on se comprend, là, c'était pas du tout dans une intention d'aller porter plainte, j'étais même pas en train de travailler, je veux juste aller me chercher un café, un beigne, puis pas capable. Personne me répond en anglais, en français. Je parle, puis je suis bilingue. Vaudreuil. À Vaudreuil, là, sur le bord de l'autoroute, là, je suis bilingue parfaitement, mais on se comprend, je ne voulais pas et je n'ai pas à parler en anglais avec la personne qui me parlait. Vaudreuil, c'est incroyable. J'ai demandé à quelqu'un d'autre, j'ai dit, avez-vous un gérant, avez-vous quelqu'un qui peut me parler en français, j'ai des questions sur le menu. Est allé chercher quelqu'un d'autre qui yes sir, what do you want? Non, il y avait personne dans tous les employés qu'il y avait là qui pouvaient me parler en français. J'ai déposé une plainte. Elle a été retenue. D'ailleurs, le QLF fait un suivi là, assez serré, merci de ces plaintes. Hein. Vont aller enquêter, ils vont même t'envoyer un espèce de petit compte-rendu de l'enquête, savoir si ça a été retenu ou pas, s'il y a des correctifs qui ont été apportés. Bref, c'est très complet. Et d'ailleurs, ben, on s'en félicite là, du côté des autres entités comme la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal de voir que oui, les Québécois et les Québécoises, on est de plus en plus prompts à aller déposer ce genre de plainte-là. Pour vous donner une comparaison, là, dans les grandes enseignes là, de fast-food bien connues, Subway, c'est 43 plaintes au Québec, AEW, c'est 28 en 2024. Puis la belle province, qui se trouve au centre-ville de Montréal, pouvez-vous croire, pas une plainte. Ils sont là depuis 1967, c'est drôle quand même. Est-ce qu'on a un début d'explication de la part de ces chaînes-là? Est-ce que c'est en raison des travailleurs étrangers? Ou... La grande majorité des personnes que nous servons sont très satisfaites de leur expérience. C'est la réponse de Tim Hortons. Ah, c'est ça? Ah, bon. Oui, voilà. Parce qu'on aurait peut-être pu croire, par exemple, avec certains nouveaux arrivants qui parlent pour l'instant uniquement anglais. On verra bien si ce sera fait, mais bon, on n'a pas avancé de piste d'explication. C'est une journée importante aujourd'hui. Il faut se souvenir qu'il y a 80 ans, c'était le premier bombardement nucléaire de l'histoire. Oui, le 6 août 1945, Hiroshima est rayé de la carte complètement par la première bombe atomique, Little Boy, de son surnom, qui est larguée là, directement sur cette ville-là. On parle de 140 000 morts, là, 80 000 directement, 60 000 qui sont décédés des suites des radiations, là, ceux qui sont connus aujourd'hui là, comme les Hibakusha, hein, ces survivants de l'attaque atomique, des attaques atomiques, puisque 3 jours plus tard, c'est Nagasaki qui est rayé de la carte à son tour par les bombardiers américains. Dans un contexte qui va rester, on s'entend, là, des plus controversés dans l'histoire. Aujourd'hui, jour du 80e anniversaire, évidemment, on souligne à quel point c'est important de ne plus jamais
réutiliser les armes nucléaires. Ça reste les 2 seuls bombardements qui ont visé des êtres humains de l'histoire humaine, et c'est bien que ça reste les 2 seuls. C'est ce qu'on souligne même du côté des survivants. Il y a un homme là, qui est le représentant même de ces regroupements-là, M. Jiro Amasumi. Il est considéré, là, je lisais là-dessus aujourd'hui, puis ça vient me chercher en dedans, comme un survivant de type 4 de ce genre de bombardement-là, parce qu'il a 79 ans. Et c'est un bombardement qui a eu lieu il y a 80 ans aujourd'hui. Pourquoi? Il a été exposé aux radiations in utero, dans l'utérus directement, donc de sa mère. Et c'est des gens qui sont traités et considérés comme ayant été exposés, parce qu'il y en a beaucoup. De ses compatriotes, une jeune femme, par exemple, qui était née en même temps que lui, est décédée, elle a 40 ans. Elle a laissé ses enfants dans le deuil, puis d'un cancer fulgurant des suites, justement, de l'exposition aux radiations nucléaires qui ont été les retombées là, de cette attaque-là. Ça a été donné, je le disais, l'ordre de bombarder ces villes-là dans un contexte très, très controversé, historiquement parlant. Les Américains avaient une nouvelle arme, voulaient l'utiliser. En même temps, on craignait l'invasion du Japon qui aurait coûté la vie à au-dessus d'1 million de soldats américains. C'est ce qu'on considérait à l'époque, où les Japonais défendaient chaque île, là, homme par homme, jusqu'au dernier. Ça a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, mais avec un prix exorbitant. Et aujourd'hui, on s'inquiète là, dans les conflits du côté ukrainien, du côté du Moyen-Orient également, que le recours à l'arme nucléaire revienne d'actualité. Et j'ajouterais à ça avec la Russie. Parce que, alors qu'on a un certain devoir de mémoire historique, hier, vous avez vu, hein, le Donald, il est monté sur le toit d'un des bâtiments de la Maison-Blanche, commençait à faire des jokes sur « je pourrais installer des missiles nucléaires ici ». On vous dit, ben franchement, il ne faut pas qu'il se trompe de piton là, sur son bureau, entre le bouton nucléaire puis le bouton pour se faire venir un coke. Tu sais, quand tu dis que les codes nucléaires sont entre les mains de ce grossier personnage-là, c'est quand même assez fascinant. Bon, parlons d'un dossier qui lui colle à la peau, d'ailleurs, l'affaire Epstein. Il y a des hauts responsables de l'administration Trump qui se rencontreront ce soir, et on a appris aussi que les Clinton allait être assigné à comparaître. Oui, double rebondissement dans cette histoire-là. Parce que ce soir, ça a l'air que c'est directement chez le vice-président J.D. Vance qu'on va se réunir. Là. Selon au moins 3 sources différentes là, qui ont parlé à CNN, c'est l'espèce de cellule de crise là, de la gestion du dossier Epstein qui se réunit chez lui. On a la chef de cabinet de la Maison-Blanche, Susie Wiles, la procureure générale Pam Bondi, le directeur du FBI, Kash Patel, et le numéro 2 du département de la justice, qui a rencontré d'ailleurs pendant au-dessus de 10 heures de temps Ghislaine Maxwell dans les dernières semaines, M. Todd Blanche, qui vont tous se réunir ensemble pour être capables de déterminer la marche à suivre pour le reste. Là. Savoir, est-ce qu'ils vont publier, oui ou non, cette entrevue que M. Blanche a fait avec Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, qui d'ailleurs a été déplacée depuis ce temps-là dans une prison qui a moins de sécurité encore que celle dans laquelle elle était détenue au départ, là, en Floride. Et là, il y a des pourparlers qui ont été faits avec elle, les transcriptions, il y a des noms de victimes qu'on voudrait faire taire, donc il faudrait qu'ils soient expurgés directement de cette version-là avant de la rendre publique. Mais ça vient avec, évidemment, là, tous les nouveaux complots, je vais le dire comme ça, qui vont émerger autour de cette rencontre-là. Est-ce qu'on va tout rendre public? Si on ne rend pas tout public, qu'est-ce qu'on a caché? Qu'est-ce qu'on a promis à Mme Maxwell également en échange de sa collaboration dans ce dossier-là? Bref, c'est une rencontre qui se fait à huis clos chez le vice-président ce soir. Ça va faire beaucoup jaser, j'en suis convaincu. Et tu parlais de cette comparution là, qu'on va donner à Bill Clinton et Hillary Clinton. Soyons clairs, Alex, là, l'analyse de la situation que j'en fais là, rapidement. Bill Clinton, lui, a été plusieurs fois dans l'avion privé de Jeffrey Epstein. Il apparaît dans les registres, sur des photos aussi. Oui, il se connaissait. Que Bill Clinton soit assigné à comparaître, je dirais que c'est normal dans le cadre d'une enquête parlementaire. Même s'il est à majorité républicaine, c'est quelqu'un qu'il faudrait entendre. Du côté d'Hillary Clinton, on dit « Ah, ben c'est parce qu'elle était proche, hein, elle était avec M. Clinton tout le temps, blablabla. » Hillary Clinton n'a pas directement un lien avec Jeffrey Epstein. Elle n'en a jamais eu. Mais c'est elle, une des têtes là, d'affiche là, que les mouvements complotistes, QAnon, MAGA, conspirationnistes depuis des années, c'est elle la figure numéro 1. C'est elle qui sera au centre de ce trafic d'enfants pédosatanistes. Il y aurait un fameux vidéo qu'on appelle Frazzle Drip sur elle où on la verrait torturer des enfants dans la tête de ces mouvements complotistes-là. Le fait qu'elle soit assignée à comparaître, c'est directement un os lancé au mouvement complotiste pour les calmer. Directement, ouais. Là.
Un mouvement qui commence aussi à se rebeller contre le créateur de ce mouvement MAGA, Donald Trump, qui a été très, très, très critiqué. Bon, un mot sur les tarifs, là, simplement pour vous mentionner que les droits de douane de 50 % contre le Brésil sont entrés en vigueur et que pour ce qui est du Canada, Mark Carney et Donald Trump ne se sont pas parlé encore. On a entendu pour la première fois Mark Carney hier et on l'a senti encore très prudent. Ne veut pas nécessairement répliquer tout de suite aux Américains à ces tarifs-là. Au contraire, veut réorganiser l'économie canadienne pour que le Canada devienne le meilleur client du Canada. Carney qui a annoncé d'ailleurs hier une aide de 1,2 milliard aux entreprises de l'industrie forestière. C'est une industrie qui est frappée de plein fouet par ces tarifs-là. De un, à cause de la crise du bois, mais de deux, à cause aussi de ces tarifs. Et il y a cette mission à l'étranger des ministres Annan et Champagne au Mexique. Puis c'était fascinant de voir à quel point, lorsque les journalistes questionnaient M. Champagne et Mme Annan en disant « La comprenez-vous, vous autres, l'espèce de petit... la petite pause, l'espèce de petit sursis de 90 jours au Mexique, alors que le Canada n'a pas eu ce luxe-là. Ils ont essayé de vasouiller une espèce de réponse, mais j'ai l'impression que ça les laisse tout aussi dubitatifs que nous. Anne André, l'actrice Kelly Mack, qui est connue au petit écran pour ses rôles dans la série télévisée The Walking Dead, et là, c'est vraiment une tragédie. Elle est décédée. Elle n'avait que 33 ans. On l'a vu aussi dans 911 ou 911 et Chicago Med, là, des séries qui sont très populaires aux États-Unis, mais ici aussi parce qu'on vit les traductions. Hein. On veut pas là, sur nos écrans aussi, on les voit, ces téléséries-là. C'est sa sœur qui en a fait l'annonce sur les réseaux sociaux. Elle s'est éteinte, dit-elle, paisiblement samedi soir aux côtés de sa mère et de sa tante. Et elle ajoute, elle va manquer évidemment à énormément de gens. Les mots me manquent. Elle se battait contre un... Je ne connaissais pas la maladie. Elle se battait contre un gliome du système nerveux central, qui est une tumeur cancéreuse qui prend naissance dans les cellules qui entourent, soutiennent et isolent les neurones. Ça se trouve au niveau du cerveau, mais aussi sur une partie de la moelle épinière. Et elle en avait fait l'annonce publiquement sur ses réseaux sociaux un petit peu plus tôt cet hiver. Malheureusement, elle a perdu son combat. On dit que c'est un cancer qui est très agressif et qui lui avait fait perdre, entre autres, l'usage de sa jambe droite et d'une partie de sa jambe gauche. Et ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est qu'elle avait continué à travailler. Elle est productrice aussi dans la vie. Et il y a un film qui va sortir prochainement, la mettant en vedette, dans lequel elle avait travaillé aussi sur la production, la réalisation. Donc, c'est un grand, grand rêve pour elle. Alors, c'est un film là, qui s'appelle Universal, qui sortira bientôt, qui la mettra en vedette. Et au sport, un petit mot en terminant pour vous dire qu'à l'Omnium Banque Nationale, on va surveiller avec attention ce soir le match entre celle qui nous en a mis vraiment plein la vue. C'est donc Victoria Mboko qui affrontera Rybakina ce soir dans la première demi-finale. Et dans l'autre match, ce sera une confrontation entre Clara Towson, qui d'ailleurs a dédié sa victoire d'hier hier contre Madison Keys 6-1 à 6-4 en l'honneur de son grand-père qui a perdu la vie dans les derniers jours. Et elle va affronter, elle, dans cette autre demi-finale-là. Et là, ce sera aussi du jeu assez relevé. Naomi Osaka, qui a vaincu donc Elina Svitolina 6-2 et 6-2. Vraiment, là, c'est un carré d'as assez relevé à l'Omnium Banque Nationale.